sommes le 15 janvier 2018 au séminaire du lundi où je vais parler de la différence entre les jouissances phalliques et jouissances de l'autre dans Encore. Mais auparavant, sur une remarque d'Anna Claudia, je vais reprendre ce sur quoi on en était resté la dernière fois et aussi quelques remarques sûrement postérieures de Marc Saint-Paul. J'insiste sur le passage dans le plan projectif, mais je n'insiste pas sur la simultanéité. Donc il faudrait prendre la coupure tripale comme une indication de simultanéité et de passage. Ça nous ramène à l'homogénéité et à l'hétérogénéité du nœud borroméen, sur lequel Lacan termine encore, justement. Et moi, cette question de simultanéité et de passage, dans le nœud borroméen, je l'entends par le fait que ce que je donne comme trait, ce n'est jamais que, pour moi, du passage littoral. C'est de l'indication d'un champ de concept, valant pour un concept, sinon plusieurs, à un autre champ de concept. Et donc, le nœud borroméen délimite 8 champs différenciés, tant dans sa mise à plat d'ailleurs que dans l'espace, 8 cadrans d'espace. 8 champs de concept. Oui, tel que Lacan les situe, lui, dans ces espaces dits du nœud. Bon. Mais il faut bien voir que ces concepts sont à la fois simultanés et que ce qu'on obtient avec le borroméen, c'est un passage littoral. Le littoral, pour moi, signifie la simultanéité des éléments mis en rapport. C'est un mode de lecture qui méritait d'être souligné. Donc, encore, par rapport à la facilité à retrouver mes propos dans Freud, encore de Lacan, j'ai bien du mal. Je crois que Lacan n'est pas très explicite sur la jouissance d'une façon générale, donc moi je ne démords pas de ma position. La question de jouissance, je la donne en termes d'existence, puisque on a fait le séminaire l'an dernier là-dessus. Et qu'il y a à reconsidérer ce qu'il en est de ce qui fonde cette jouissance comme existence. Je ne sais pas si ça se voit le bleu. Très mal. On va prendre du noir. J'ai d'autres. Par rapport à une jouissance qui serait quand même une jouissance mortifère. Donc avec cette opposition-là. Auquel cas, la jouissance existentielle, c'est la jouissance phallique, la jouissance mortifère, c'est la jouissance de l'autre. Mais il y a un autre type de lien que Lacan fait plus ou moins tout au long du séminaire, c'est ce qu'il en est de l'impératif de jouissance, je dirais du Solon chez Freud, mais qui est un Solon kantien. J'ai fait des topos là-dessus déjà. Par rapport à ce qu'est un coup d'arrêt à cet impératif, et je dirais un interdit auquel cas. Ça rejoint les histoires de fétiche qu'on avait évoquées, entre l'impératif masturbatoire et l'interdit familial et social d'en passer par une satisfaction immédiate. Donc, à lire en diagonale encore, je trouve qu'il y a une certaine difficulté à retrouver cette indiscernabilité des jouissances. Et pourtant, j'ai le sentiment que Lacan tourne autour. Je dis bien qu'il y a une indiscernabilité des jouissances, en ce que la jouissance phallique se fonde de la jouissance de l'autre qui n'existe pas, et que ce rapport d'inexistence de la jouissance de l'autre qui n'existe pas, qui est éludé et qui supporte elle-même l'interdit, c'est pas seulement le vecteur de l'interdit, c'est aussi l'objet de l'interdit.
Hein, il ne faudrait pas que ce soit celle-là. Donc il y a celle qui correspond à il faille, qu'il faille, comme jouissance phallique, et celle qui correspond à il ne faudrait pas, qu'on va lire, donc encore, qui dépend du fait que l'autre lui-même n'existe pas. Et que c'est une construction nécessaire à l'organisation même de la récursivité. Il faut bien que la récursivité passe à la prédicativité pour qu'en retour, il y ait ce mouvement, bon, je le dessine comme ça, mais à vrai dire, la bande meubienne, son diagonale là, tronquée, suffit pour faire valoir que c'est depuis cette position de l'autre, cette jouissance de l'autre, qu'une position existentielle d'un sujet du narcissisme primordial, il ne faut pas se méprendre, c'est pas une jouissance dans l'abstrait. C'est supporté par un certain support subjectif qui s'appelle fonction père, fonction de la castration. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle n'existe pas? Puisque comment se fonde la... Est-ce que la jouissance phallique se fonde de la jouissance de l'autre, mais qui n'existe pas? Elle se fonde effectivement récursivement de ce qui n'est pas. C'est-à-dire que quand je dis que la récursivité se fonde de ce qu'elle est censée produire, cette production n'y est pas encore. Mais l'hypothétique implique quand même un conséquent qui suffit à supporter, dans un décalage avec l'hypothèse de départ, une antécédence marquée comme cette fois effective depuis ce premier conséquent et qui en implique un autre décalé du premier. Donc on n'est pas dans l'effectivité de quoi que ce soit. Et l'écart, ça produit encore de la jouissance autre qui n'existe pas. Enfin, ça reste... oui, ça reste de ne pas plus exister jusqu'à ce que... non mais la jouissance de... Il ne peut pas y avoir de jouissance de l'autre s'il n'y a pas d'autre. Qu'est-ce que c'est qu'un autre? C'est toujours un autre du point de vue du sujet. L'autre n'a pas d'existence en propre. Sinon on ontologise. Hein, et on va dire que l'autre c'est papa, maman, qui antécèdent l'enfant et qui du coup sont là en préalable à l'existence subjective. Oui, c'est surtout qu'ils ont fabriqué le gamin. Bon. C'est pas le discours que je tiens. Hein. Je dis que c'est une fonction signifiante qui se fonde, et c'est le discours de Lacan encore, qui se fonde sur une structure signifiante. Bon, Lacan dit pas récursive, bien sûr, mais qu'il tente à décrire de cette façon. Et il faudrait revenir, puisque le samedi je parlais de question de sens, mais il faudrait revenir sur les rapports de forme et de sens dans les écrits de Saussure. Ce serait un boulot à faire, ça. Bon. On ne peut pas tout faire à la fois. Mais l'autre n'existe que du point de vue du sujet, lequel sujet se fonde sur cet autre pour se définir lui-même. Mais c'est un autre qui vaut comme inexistant. Mais donc, si je prends bien le sujet du narcissisme primordial comme un sujet de l'un, ou de l'impair, ce sujet se fonde en tant qu'un sur une structure de zéro. Tout. Dire qu'on obtient la même chose chez Frege. On dirait qu'il y a une origine, et que l'origine elle est du côté du sujet. Non, il n'y a pas, on dirait, on supprime le on dirait. C'est mon discours qui laisse entendre peut-être ça. Il y a de l'hypothèse et de l'hypothèse formulée. Est-ce qu'une hypothèse c'est une origine? Je ne suis pas sûr. Enfin, on ne dit pas que Dieu a fait l'hypothèse du monde. On dit qu'il a créé le monde. Donc là, il y a une origine qui est Dieu. Oui. Il faut qu'il y ait du sujet pour qu'il y ait de l'autre. Non, il ne faut pas qu'il y ait d'abord du sujet. Il y a l'hypothèse qui s'implique comme sujet potentiel de telle façon donc que ce sujet advienne impérativement, soll ich werden, depuis un Voesvar qui n'est pas. Le S, ça n'est pas défini d'avance. C'est donné simplement comme une conséquence de l'hypothèse du sujet. Si on commence à penser autrement, le sujet, c'est un bonhomme, il est consistant individuellement, l'autre aussi, c'est son entourage consistant, enfin, on nage dans la consistance, hein. Et du coup, on nage dans l'imaginaire. Bon. Qu'il faille, ça renvoie à cette faille qui est absolument essentielle, et qu'on tend justement à cerner cette année dans ce séminaire, de telle façon à ce que on donne une structure des rapports d'indiscernabilité, y compris en termes d'indécidables. On n'y est pas encore. J'espère qu'on va pouvoir avancer avant la fin de l'année là-dessus. Et donc, je rappelle que ce dessin se donne de cette façon, où le point qu'il faille
compactifie ce qu'il en est de la faille. Puisque c'est donné comme bande de Möbius, comme un dessus-dessous qui résume tout ce qu'il en est de la sphéricité de cette bande. Que ce 1 est structuré, c'est pas une unité posée là, c'est pas un parmi d'autres, c'est un de différence, dit Lacan. C'est l'un de l'uniface de la bande de Möbius qui différencie localement les deux faces tout en les identifiant globalement. C'est en gros ce que j'ai dit juste avant dans ce qu'il en était de l'homo-hétérogénéité ou aussi bien la simultanéité et le passage. C'est un passage qui peut s'étirer dans le temps, mais la simultanéité est forcément présente. C'est un problème général de rapport du signifiant au corps. Si on admet ce que je dis de la religion et catholique en particulier, au travers du signifiant, c'est la signifiance qui est en question par rapport à ce qu'il en est du corps, et que le problème est de savoir comment cette signifiance, au travers du Verbe, au travers du Saint-Esprit, etc., va passer dans le corps. Donc ça peut être une affaire pulsionnelle selon Lacan. Mais c'est donc donné, au travers au moins 13 siècles de débat là-dessus, jusqu'à saint Thomas qui a donné un fin mot, à mon avis, dans l'idée que c'est d'un seul coup que Dieu prend corps humain et que le Christ, né dans la Vierge, tout conçu, simule, c'est-à-dire en un instant. Et donc l'idée de simultanéité fonctionne là. On est dans une simultanéité qui met en rapport, mais je prendrai la question disputée du Verbe incarné chez saint Thomas à l'occasion. J'ai écrit un truc là-dessus que je n'ai pas diffusé. Mais ça mérite d'être pointilleux sur l'argumentaire. Donc c'est en un instant que le signifiant prend corps. Ce sont des questions de Lacan, dans encore précisément, hein, comme il joue sur le mot. Bon. Je vais me référer à l'édition du Seuil, bien qu'elle soit très mauvaise. Elle est parue du vivant de Lacan. Lacan ne l'a pas corrigé. Miller fait dire des bêtises à Lacan sur toute la question de la compacité. Il le corrige par rapport à la sténographie. C'est absolument illisible, page 14-15. Bon. Je vous conseille de vous référer à au moins la sténographie et de très bonnes éditions. Et celle de Lally, effectivement, avec l'introduction, là où ça vient en postface, de Yann Pellissier là-dessus. Je suppose que c'est pas signé dans l'édition de Lally non plus. Puisque on sait qui c'est, autant le dire, pour lui rendre hommage. Donc page 10, Lacan parle de point tournant entre l'impératif de jouissance, hein, jouit, qui dépend du surmoi, c'est un élément qu'il faut assurément rajouter. Hein, donc le surmoi vient là aussi. Donc c'est sûr que dans mes 8 places qui n'en sont que 4, hein, je vous rappelle, puisque ça se plie le long de la faille, je suis tenu... là encore, d'amalgamer des concepts très proches les uns des autres, mais quelque peu disparates, à un même poste de structure. Donc à lire Lacan, qui dit jouit, ça c'est l'effet du surmoi, l'impératif de la jouissance, c'est sous la dépendance du surmoi, mais ça trouve sa négation. Et régulièrement, Lacan va parler de négation dans l'organisation des jouissances, sur le mode, page 10, de la jouissance, c'est ce qui ne sert à rien. Moi, je l'étends jusqu'à la psychanalyse. On pourrait même dire que c'est jouissif comme ça, la psychanalyse. Qu'elle ne serve à rien. Donc, c'est un devoir, en face de quoi il y a un droit. Lacan dit répartir, distribuer, rétribuer ce qu'il en est de la jouissance. Bon. Donc, pour moi, je dis bien que ce devoir, cet impératif est existentiel. Hein, c'est le Zollversden de Freud. Et Lacan va parler de contours, toujours page 10, donc je retrouve mon compte
de contournement des opposés qui les met en corrélation d'une façon indiscernable. Donc c'est un contour depuis l'être chez Aristote. Hein, donc à partir de ce que... Alors, je ne sais plus si c'est Lacan ou moi qui le dis comme ça, mais je pense que c'est Lacan, à partir d'un langage existentiel chez Aristote, et jusqu'à Bentham, avec sa théorie des fictions, où le langage devient strictement utilitaire. C'est quand même une théorie du langage qui mérite aussi d'être pris en considération. Faire un travail sur le langage dans ce cheminement, et puis il faudrait passer par Rousseau, Herder et bien d'autres, ça me semble très essentiel. Bon. Alors, la jouissance de l'autre, que je dis ne pas exister, ça ne l'empêche justement pas, pour être rendu accessible, d'être métaphorisé. Là-dessus, je suis Lacan. C'est le corps de l'autre hein, qui métaphorise l'autre. C'est le corps. L'autre valant comme l'autre sexe, hein, sous la plume de Lacan, d'une façon générale et dans son discours. Donc, la jouissance de l'autre n'est pas le signe de l'amour. Enfin, je dis métaphorise, Lacan dit que c'est le corps de l'autre qui symbolise l'autre. Bon. Même si l'amour est réciproque. Alors, la réciprocité, comme Lacan la critique multiples fois, cette réciprocité, je m'en méfie un peu, y compris à propos de l'amour, et que je préférerais dire que c'est dans une interaction. Qu'on retrouverait là l'emmêlement interactif des pulsions chez Freud. Donc ce que Lacan appelle encore, l'adverbe, c'est la faille. C'est le nom propre de la faille, dit-il, page 11. Et que c'est la demande d'amour qui émane de l'autre va rencontrer cette faille. Mais là où je trouve que Lacan a raison, page 12, c'est qu'il s'agit de s'opposer à une confusion originelle. Hein. Originelle au sens où on part de ce que serait du même, là c'est pas le cas. Donc, je vais revenir avec les mêmes dessins, puis parce qu'on n'en oublie pas tous ces a priori, qui à mon avis rendent une lecture de Lacan qui m'a jamais semblé aussi difficile que cette fois-là. Hein. Quand même, c'est la énième fois que je peux lire encore. Et j'ai trouvé que, justement, à lire en diagonale, mais pourtant je l'avais déjà fait, je trouve qu'il n'est pas du tout constant dans ses abords. Alors peut-être que je ne comprends pas l'idée qu'il y a derrière tout ça, et que, du coup, derrière ce que je considère être une inconstance de sa part, dans le discours, il y a quand même la persistance d'une même idée, c'est à voir. Comment on retrouve la faille du côté de la jouissance autre? Est-ce que c'est le corps morcelé ou comment... Il ne faut pas trop l'imaginer. Hein. La faille, on la retrouve dans l'inexistence de cette jouissance. Ça suffit. Bon, de la même manière que Lacan parle de l'essence du signifiant, c'est pas terrible. Il va parler du signifiant comme substance jouissante aussi. Si on ne prend pas toute cette structure comme une structure du signifiant, c'est plus ce qu'on fait. Hein. Donc je mets comme il en parle l'essence du signifiant. Ce que j'appelle signifiance. Hein. De l'autre côté, il y va de la jouissance, mais qui est une jouissance du corps. À mon avis, le corps est dans cette position d'autre par rapport à l'un existentiel du sujet. Hein. Et donc cette jouissance du corps, c'est une jouissance du corps asexué. Ça veut dire le corps séparé du phallus. Hein. On est là. Quand on prend le schéma d'ensemble, le corps est phallicisé. Et dans cette déhiscence, ça n'est pas le cas, si on veut faire du distinguo. Ça, c'était toujours page 12.
quand Lacan dit tout tourne autour de la jouissance phallique, on en est là. Parce qu'il faut bien entendre que cette jouissance phallique, qui vaut en ce point phallique, et vaut aussi comme faille. Si on ne la prend pas comme faille, si on ne prend pas la signifiance comme faille, si on voudrait qu'il y ait une signifiance consistante, comme faille, comme béance, comme non-rapport, hein, comme Lacan y vient, quelque chose va échapper. On ne peut parler de rapports qui viennent à jouer sexuellement, qui serait quoi, pour le moins, un rapport aliénant, on va dire, tel que je l'écris d'une manière très générale, en paire ordonnée entre l'un et l'autre. À partir de quoi on peut décliner des alienations symboliques, imaginaires, réelles. Je n'y reviens pas. Mais si on juge de tout ça en termes phalliques, il ne faut quand même pas oublier que ça renvoie à la castration. Et que le surmoi, comme Lacan le situe là, à juste titre, il le dit qu'il est le corrélat de la castration. Ça, page 13. Hein. Alors, il faudrait insister un peu plus sur un certain nombre de choses. Lacan entre, à partir de là, dans un certain rapport du 1 à ce qui fait l'autre dans l'infinitude, ce qui se justifie, à mon avis, du fait qu'il n'y a pas un pool fini de signifiants, qu'on n'est pas avec une constellation signifiante à quoi il faudra s'accoutumer, qu'il faudra développer peut-être, etc. Donc dans ce rapport-là, on a affaire au paradoxe de Zénon. Là, c'est toujours Lacan. Hein. Alors, je m'abstiens de commenter les pages 14 et 15, mais je vais quand même lire la page 13, puisque 14 et 15, c'est un des topos que j'avais fait déjà des années précédentes. Donc, c'est quand même vu, je pense, chez Lacan, d'un point de vue masculin. Je pense que la jouissance phallique existe dans les deux sexes. Il n'empêche que c'est la masculinité dans les deux sexes, laquelle masculinité Lacan appelle l'homme, ça fait confusion, exactement comme il y a de la féminité dans les deux sexes, qui donne un lien régulier de l'un au corps, à l'infinitude, mais que les rapports vont se jouer au travers d'une infinitude qui se présentera, là, quand on le développera, hein, au un par un, en l'occurrence, comme il le dit, puisqu'il s'agit des femmes, une par une, donc une par une, tout intéresse l'homme, un homme, alors que pour une femme, il s'agit d'un homme. Comme ça que Lacan considère les positions différenciées dans la sexuation, qu'on soit homme ou femme, c'est-à-dire une position masculine, une position féminine. Je devrais le dire comme ça, mais comme Lacan en parle dans la confusion. Excusez-moi, si vous considériez la position féminine, est-ce que le corps, justement, vous disiez dans la position masculine asexuée, n'aurait pas quelque chose de féminin Si, ça se dit comme ça, au sens de Freud, où il n'y a pas le phallus. Mais c'est la question du trou. Hein. S'il n'y a pas le phallus, il y a un blanc, il y a un trou, il manque quelque chose. Donc la question du trou est posée en termes de rapport quand même de ce 0 au 1, hein, et ce qui se détermine comme un trou symbolique, hein, comme Lacan en parle. Et ça définit bien le symbolique par rapport à tout ce qui peut être un trou réel, qui tient à l'impossible en particulier, mais aussi à l'interdit.
Donc la jouissance phallique est l'obstacle par quoi l'homme n'arrive pas, dirais-je, à jouir du corps de la femme, précisément parce que ce dont il jouit, c'est de la jouissance de l'organe. Je pense que tout ça est assez imaginarisé comme discours, l'homme, la femme, l'organe. Bon. Si on le dit de manière signifiante et plus abstraite, ça tient mieux. Hein. Il s'agit donc de la position masculine, de la position féminine, et d'une jouissance signifiante qui, même si elle met l'organe en jeu de manière métaphorique, mais ou de manière fétichiste. Hein. C'est-à-dire, la sexualité la plus normale, je la considère fétichiste pour quelqu'un. Ce qui est mis en jeu, c'est l'existence, c'est-à-dire de ce qui met en place du sujet depuis du signifiant. Je poursuis Lacan, c'est pourquoi le surmoi, tel que je l'ai pointé tout à l'heure du joui, est corrélat de la castration, qui est le signe dont se part l'aveu que la jouissance de l'autre, du corps de l'autre, ne se promeut que de l'infinitude, c'est-à-dire qu'on n'y accède pas. Hein. Je vais dire laquelle, celle ni plus ni moins qui supporte le paradoxe de Zénon. Les paradoxes de Zénon. Bon. Ça s'aborde de deux manières, hein, je vous le rappelle. Que l'ensemble de ces liens entre finitude et infinitude dans la compactification nous donne deux positions que j'ai quand même pour l'instant encore du mal à situer sur ce schéma, qui se positionne d'autant mieux que Lacan nous donne la solution. En termes édipiens, où il y a deux modes de compactification du vide qu'est la fonction paire. Il y a un mode en termes de finitude qui repart de la finitude, qui est le mode masculin, un mode qui repart de l'infinitude, qui est le mode féminin. Ou si je dis des bêtises, j'ai pas relu mes notes, c'est peut-être deux modes de l'infinitude, deux modes différenciés de l'infinitude. Parce qu'il s'agit quand même d'un certain mode qui va considérer tous les hommes, un autre mode qui va considérer les femmes, mais comme pas toutes, pour être plus clair. Bon, et donc comme Miller se trompe entre fini et infini, etc., tout ça est illisible, c'est pourquoi je passe. Dès que j'ai le temps, ça fait de nombreuses années que je le dis. Bon, je l'avais dit à Miller lors du colloque Édipe hein, sur la composition du texte de Lacan. Il en avait convenu. Il attendait que je lui envoie. Bon, je n'ai pas fini d'écrire, je ne l'ai pas encore envoyé. Bon, il est vrai que mes modes de compactification du vide renvoient aussi à la jouissance phallique, à la jouissance de l'autre, mais dans un schéma quadrique. Bon. Tel que je parle là d'une position masculine, qui est quand même une position d'identification à la fonction paire, l'ensemble est situé là. Ou alors j'ai quand même du mal à prendre ma position masculine au niveau du moi idéal et de situer à ce niveau la question. Ça pose de toute façon, sur quoi je suis encore irrésolu, de ce qui vient prendre place d'une manière prédicative en termes d'objet dans ces niveaux-là. Hein. Même si j'y mets le vocabulaire allemand, de l'objectalisation, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour assurer le propos. Quand même, un point, c'est que, à mon sens, ce qui est là en attente au niveau des points surlignés que j'indique là, c'est ce qui va compactifier le vide, à partir de cette identification de la prédicativité avec la récursivité, ou de la prédicativité avec l'imprédicativité. Donc ça vient compactifier ce vide, ça dépend de cette compactification. En retour, cette compactification par le vide, qu'est la jouissance phallique. Hein. Jouissance phallique, ça veut dire compactification par le vide, là-dessus il faut être clair aussi.
Donc, je reprends page 16 après avoir sauté ces pages litigieuses.